Nous voici devant l'objet du délit. Il y a 3 mois, je passais en courant à côté de chez mes voisins quand j'ai vu une 2 chevaux. Je leur ai demandé pour leur acheter. Après m'avoir proposé le prix, je fus dans l'obligation de décliner, en vue de mes économies encore trop jeunes pour subir un choc d'une telle violence. Mais ils m'ont parlé d'une autre voiture immobilisée depuis longtemps. Et bon, comme je suis un peu con et que j'avais envie de pratiquer la mécanique, j'ai insisté pour la racheter. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons en train d'essayer de sortir cette épave encastrée dans cet appentis. Même si les bruits pourraient laisser penser le contraire, l'opération se passe plutôt bien. Bon, première excellente nouvelle, les routes sont pas bloquées je crois. J'ai eu l'occasion de démontrer ma force à de multiples reprises. Quelle grâce! Et en seulement 1 heure, nous sommes prêts à repartir. Je suis dans ma voiture. Première voiture Hachette, première merguez. Ah, c'est un délire, hein. Oh, ça va être dur là, dis. Ça va être compliqué, je peux pas ouvrir la fenêtre en plus. Je vois rien. C'est trop cool. Je conduis mon nouveau bateau. Faut profiter, hein, parce qu'elle va pas rouler pendant 4 mois là, le temps de la réparer. Je ressens la douleur de la 307 jusqu'ici. Bon, le plus dur est passé. On se retrouve demain, l'esprit plus clair pour réaliser l'ampleur de ma connerie. Voilà, une nouvelle poubelle dans mon jardin. Oh, alors ça là je suis content. Donc on est sur une R25 pour ceux qui ont reconnu, une Renault 25 de 91. Là, elle est dans un état dégueulasse. Elle a dormi sous un préau pendant une dizaine d'années. Le dernier contrôle technique est de 2014, donc là ça a 12 ans. Le dernier c'était. Donc elle n'a pas roulé depuis une dizaine d'années. Donc il y a un gros bout de restauration, c'est ma première voiture en restauration. J'ai fait un peu d'entretien sur la mienne à l'époque, mais là c'est un vrai gros projet. Parce que franchement, la faire rouler, ça va être assez incroyable comme truc. Avant tout, on va commencer par nettoyer la voiture, parce qu'elle est absolument dégueulasse. On aura un très joli avant-après, je pense. Normalement, elle est verte de couleur d'origine. Elle a un nouveau vert, tellement elle est... Bah, je ne dis pas plus. Allez, faut nettoyer cette merde là. Pendant que je nettoie la voiture, je vais en profiter pour vous raconter l'histoire de ce modèle. La R25 se positionne comme le haut de gamme de chez Renault. Elle succède à la Renault 30 et sera remplacée par la Safrane. Elle sera produite de 1984 à 1992 et se vendra un peu plus de 700 000 exemplaires. Elle sera en concurrence directe avec la Citroën CX CXM et la 604 de chez Peugeot. La R25 se démarque par son côté rationnel et haut de gamme, moins extravagante qu'une Citroën. Et Renault, à cette époque, avait la volonté de concurrencer le marché allemand, notamment avec ses finitions Baccarat qui proposaient de sublimes intérieurs cuir, mais aussi des motorisations, allant jusqu'au V6 turbo sur la phase 2 d'une puissance de 200 chevaux, de quoi challenger les Allemandes. Elle a existé en phase 1 et 2, la phase 2 ayant reçu un restylage important de la face arrière et une petite différence sur les phares arrière plus lisses. Le modèle est plutôt réussi, relativement en avance sur son temps, on se souvient de l'ordinateur qui parlait, mais pas au niveau général d'une allemande de l'époque. Bien que pour ma part, je n'ai pas encore pu l'essayer et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Allez, on ouvre cette magnifique cathédrale, on note la présence de vérins, c'est agréable, mais il faudra penser à les changer pour éviter que ça me tombe sur la gueule. La première chose que je veux faire, c'est de dévisser les bougies pour y mettre de l'ATF, c'est de l'huile de boîte automatique et du WD-40. C'est un truc que j'ai vu sur la vidéo de Smiley Gasoline pour faciliter le premier démarrage. On ne lésigne pas sur les précautions, c'est un véhicule qui n'a pas tourné depuis 10 ans tout de même. Je dois me donner un meilleur accès aux bougies, donc je commence à démonter le plastique au-dessus du papillon. Maintenant qu'on a une meilleure vision des bougies, on va pouvoir les démonter. Un peu de WD-40, on sait jamais. D'ailleurs, si vous voulez m'en envoyer, je suis pas contre, je vais en avoir besoin de beaucoup tout au long de la restauration. J'ai trop peur de casser un boulon, et ça marche pas bien. Voilà la bougie, c'est plutôt rassurant, la bougie est encore humide et elle est en bon état, pas trop encrassée.
Pour la quantité d'ATF, je ne sais pas trop. J'en mets genre 2 cuillères à café. On répète l'opération pour les 4 bougies. Et on laissera agir entre 1 et 2 jours pour que ce soit efficace. On est de retour sur les lieux du crime. Vraiment la couleur est top. Ça c'est pas mal. L'état général est déplorable. J'avais dit hier aussi que j'allais faire un tour de la voiture pour dire tous les trucs à réparer. Le pare-choc avant, il a mangé. Pareil, la petite bande chromée, elle manque. Ensuite, la pièce ici, on voit pas, mais derrière, elle est pétée. Enfin, le support en noir. Le rétro. Ces joints-là, ils sont pas censés être jaunes. Je me tâterais de les repeindre en noir parce qu'ils sont tous bouffés, ceux-là. Toute la bande chromée, elle est tordue derrière. Je pense que le pare-choc, il est mal fixé, hein, parce que là, le plus gros point de corrosion, ça... Là on voit qu'il s'est tapé et ça a été repeint à pas à la bonne teinte. Ça me fait un peu chier. Les phares sont pétés. La peinture est morte ici. Là ça me fait chier. Alors ce qui est chiant c'est que j'ai plus l'autoradio d'origine. Le plafonnier il est décollé. Ça ouais, ça faudra traiter. Là. Voilà, doucement, à la base moi je sais pas faire de mécanique. Hein. Bon, aujourd'hui on s'occupe de la façade, donc on va tout démonter pour vérifier l'état de la distribution. Allez, on enlève le joint de capot. Ensuite, je dévisse cette barre en métal pour libérer de la place. J'enlève les caches plastiques qui redirigent l'air vers le radiateur. C'est un peu galère à enlever. J'espère surtout que j'arriverai à les remettre quand il faudra remonter la voiture, même si cette étape me terrifie. Je m'attaque au radiateur. Je démonte les supports du haut et ensuite je décroche la durite. Alors il aurait été préférable de ma part d'anticiper la chute conséquente de liquide de refroidissement et de placer un bac un peu plus tôt pour éviter que mes grenouilles deviennent fluorescentes. Et oui, je suis con, j'ai oublié. Ensuite j'ai passé 20 minutes comment débrancher le radiateur pour ensuite pouvoir le déposer. Oh, ça passe pas très bien. Voilà. Changement d'ambiance, on va regarder les courroies. Je commence à desserrer l'alternateur pour détendre la courroie d'accessoires. Voilà. Alors là je suis un peu con, je me mets sur le vilebrequin pour desserrer la poulie d'ampère, mais le moteur tourne. J'ai quand même eu le réflexe de dévisser les bougies pour éviter de comprimer le reste d'huile qu'il pourrait rester dans les cylindres. Ce qui est fou, c'est que j'ai essayé plus d'une fois en pensant que ma pauvre clé de 13 branchée sur la pompe à eau allait bloquer le moteur. Au passage, je retire la courroie d'accessoires. Alors tant qu'à faire, j'ai fait tourner le moteur à la main pour vérifier qu'il n'est pas bloqué. Et bonne nouvelle, il a l'air de tourner bien. Il n'y a pas de pendule. En attendant de trouver une solution pour bloquer le vilebrequin, je dévisse le support de ces durites. Je ne sais pas à quoi elles servent, mais ce sera utile de les retirer pour enlever le cache distribution du haut. Puis pour enlever le cache d'en bas, il faut enlever l'alternateur pour enlever la dernière vis. Après une demi-heure de réflexion, j'en arriverai à la conclusion que passer une vitesse pourrait m'aider dans cette tâche difficile. On peut donc dévisser délicatement la poulie d'ampère. Une fois dévissée, ça me permet d'enlever la courroie de direction assistée. Je peux aussi enlever la courroie d'accessoires et le cache distribution d'en bas, ce qui va me permettre de procéder à l'inspection de la courroie pour vérifier qu'elle soit en un seul morceau et vérifier son état. En l'occurrence, elle est plutôt en bon état. Pas surprenant si on se réfère au dire de l'ancien propriétaire qui m'avait dit qu'elle venait d'être faite avant la mise à l'arrêt. Cependant, on la changera quand même car elle a plus de 10 ans par sécurité. Mais pour l'instant, pour mes tests, ça suffira. Je ferai aussi un test pour vérifier qu'elle est bien calée. C'est parti pour une nouvelle journée de mécanique. Je sais, on dirait pas. J'ai bien pris mon temps pour le goûter. Mais pas d'excuses. Aujourd'hui, je vais faire la vidange. Comme on l'a vu hier, la voiture tourne à la main. Donc maintenant, on va tester avec le démarreur. Et pour ça, ce sera mieux avec la vidange. Pas une goutte sur les mains et un geste d'une précision. Et c'est plutôt rassurant, il y a de l'huile. Pour le filtre à huile, j'ai été surpris, car il était pas trop serré, et ça fait plaisir. On n'oublie pas de regraisser le joint du nouveau filtre, maintenant on s'occupe de l'installation de la nouvelle batterie. Je dévisse la petite plaque en métal de maintien, et j'essaye de brosser un petit peu le support. Et on installe notre nouvelle batterie. Voilà. On peut donc brancher la batterie. Ok, déjà il y a un premier truc qui est très bon signe. Waouh. Oula. On va tester tout ça, mais déjà ça me fait beaucoup plaisir. C'est très rigolo la petite lupiote. Déjà ça c'est bon signe. Alors ça va me faire plaisir, voilà. Déjà la voiture est un peu plus vivante. Oh c'est cool.
Alors il n'y a aucune ampoule derrière, je sais pas si c'est normal, normalement tu en as quand tu allumes les feux. On a une ampoule de plaque qui marche sur deux, il y a quand même l'ampoule de coffre, c'est sympa, il y a des petites lumières un peu partout, hein, j'aime bien. Hein. Voilà. Bon, on va s'occuper de préparer un premier démarrage à sec. Donc juste on va faire tourner le moteur et on va voir ce que ça donne. Avant de tenter toute folie, l'huile c'est primordial, alors n'oublie pas de remplir le moteur. Bon, voilà notre filtre. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il va être très visible normalement. Je vous en supplie, retenez bien cette phrase, on y reviendra plus tard. On perd pas de temps, on essaie de faire tourner le moteur sans alimentation de carburant. La bonne nouvelle déjà, c'est que le démarreur n'est pas grippé. Après avoir tenté de faire un démarrage non concluant avec l'alimentation de carburant, j'ai décidé de faire un test de l'allumage. On voit pas l'étincelle à l'image, mais j'avais bien vu l'étincelle. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, ce qui est un miracle. Mais ce refus de démarrage avec tout en place sera le début des galères et marquera les limites de mes compétences sur cette restauration. Au début, naïvement, je me dis que le réservoir a sûrement été siphonné pour récupérer l'ancien carburant. Alors j'en remets une dizaine de litres. Mais ça n'a rien changé. Déjà, j'étais sûr que l'allumage marchait. Pour avoir testé au nettoyant frein, elle avait eu quelques explosions, donc ça ne pouvait être que l'arrivée d'essence. Alors je me suis dit logique, c'est la pompe qui est HS ou son alimentation électrique. Il faut savoir que je n'avais pas trouvé le filtre à essence, ce qui est toujours le cas au moment du montage de cette vidéo. Alors je me mis en tête de trouver cette pompe à essence. Comme tout le monde le ferait, je démonte la banquette arrière, et effectivement il y a une pièce relais avec un tuyau et un câble, ça pourrait être la pompe. Je tente de la démonter, comme j'ai vu dans les vidéos, avec un tournevis, mais ça ne vient pas. Après 20 minutes à tambouriner, je me dis qu'il serait mieux de s'arrêter, au risque d'endommager une pièce plastique qui pourrait être très compliquée à retrouver. Alors je me penche sur les fusibles et les relais. Le problème c'est que je n'y connais rien là-dessus, et c'est pas GPTO qui va tout comprendre à ma place. Alors je démonte des trucs au pif, je fais plein de choses inutiles, je tente de poser les aiguilles de mon multimètre un peu partout, et puis il se fait tard et sans solution j'abandonne. Il y avait un truc bizarre. Quand je cherchais sur internet des pompes à essence de R25, elles avaient toujours plusieurs sorties, et je n'y prêtais pas attention, me disant sûrement que c'était un ancien modèle. Puis les jours passent, je n'arrive toujours pas à sortir ce que je pense être la pompe à essence, alors je me mets en tête de chercher la clé spéciale prévue à cet effet. Mais personne ne l'a, logique, c'est rarement nécessaire, et je ne peux pas attendre 3 jours de livraison. Alors je persévère, je tape de plus en plus fort, et puis à un moment je me dis tant pis, je vais sortir cette pompe. Alors je tape de plus en plus fort sur l'anneau en plastique, et miracle, ça a marché. Bonjour, avez-vous déjà vu une pompe à carburant qui ressemble à ça? Eh bien non, car c'est une jauge à carburant. Ça ne me sert à rien. Il faut faire sauter le réservoir. Toujours pas, c'est la crépine qui est cachée par la tôle. Je me rends compte que ça fait 3 jours que je galère à démonter la mauvaise pièce. Mais où est la pompe? Je n'en peux plus. Les jours passent à chercher la pompe, mais rien. Je me décide à appeler un site qui vend des pièces de véhicules anciens, et notamment une pompe à carburant de R25. Je l'appelle, lui demande, et il me répond, c'est une pompe mécanique sur ce modèle. Des jours que je cherche au mauvais endroit. Alors c'est bon, je m'empresse pour commander cette nouvelle pièce, et après avoir testé l'ancienne pompe, effectivement, elle ne marche pas. 2 heures. Après l'avoir trouvée, 2 heures pour la sortir. Donc normalement, une fois que ça s'est changé, la voiture devrait démarrer. Je m'empresse de la monter, je tente de démarrer, mais il ne se passe rien. Et c'est reparti. Je cherche pourquoi ça ne marche pas, je démonte. Ce qui est très chiant, c'est que l'arrivée de carburant sur la pompe est collée à un support moteur, donc on doit la dévisser à moitié pour rentrer la durite. Le lendemain, j'achète une poêle d'amorçage pour tester si le carburant arrive bien à destination. Résultat, oui, le carburant arrive bien à destination. Alors je remonte tout, tente le démarrage, mais toujours rien. Je teste et reteste, je joue un peu avec la poire pour essayer d'amorcer un peu partout le circuit, et en manipulant une durite, elle se casse. Je commence à en avoir vraiment marre. Je suis épuisé, alors le lendemain, je vais en racheter une. Je monte tout comme il faut, et ça ne marche toujours pas. Mais par curiosité, je teste de court-circuiter la pompe par la poire d'amorçage, ce qui fait monter du carburant au carburateur. Je remets vite les tuyaux en place pour éviter qu'ils se remplissent d'air. Oui, elle vient bien de démarrer, après 2 semaines de boulot. Je trouve ma réaction assez drôle, et assez honnête. 20 heures. 20 heures que je pose sur ce gros tas de merde. Et ça marche, ça démarre. Alors au début, elle tournait pas très rond, elle tremblait beaucoup et tenait pas à la ralenti. Après quelques démarrages, la situation s'était améliorée. De toute façon, on s'occupera de ça dans le prochain épisode. Je serais aussi curieux d'avoir votre avis sur le bruit de ce moteur. L'ancien propriétaire m'avait parlé d'un bruit au moteur, mais je n'ai pas assez d'expérience pour le remarquer. Je pense que je peux enfin clôturer cette vidéo. Je suis fatigué là, ça fait 2 semaines que je bosse sur cette voiture. Les 3 premiers jours étaient incroyables, je démontais tout, je découvrais la voiture, ça avait l'air trop bien, ça avait l'air de fonctionner. Pendant 1 semaine, j'ai galéré avec le circuit d'arrivée d'essence.
un peu moins fun. J'ai réussi cette vidéo. Oh là là, ça démarre. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de redémarrage d'ancienne voiture. C'est une sacrée expérience, hein. Un sacré bourbier. Allez!